Salut à tous. Je voulais le dire publiquement, je suis complotiste. Je ne crois pas aux théories du complot, mais comme on dit je suis ceci ou cela pour soutenir une cause, hashtag je suis complotiste. Ils se font tout le temps critiquer, humilier, ridiculiser. Peut-être que certains d'entre vous ont sincèrement peur des complotistes, mais la violence de la disqualification sociale qu'ils subissent me paraît injuste, et donc oui, même si je pense être globalement mainstream, je mets du côté des complotistes, parce qu'ils ne sont pas les seuls à dire des conneries et à se tromper. Parfois, on se rend même compte, 6 mois plus tard, qu'ils avaient eu une intuition juste. Je vois de plus en plus de chaînes YouTube que j'adore qui dégomment à vue les complotistes, si tant est que ce terme définisse quelque chose de clair. Pour poser le décor, je ne vais tirer sur personne. Je ne vais parler que de médias et de chaînes YouTube pour lesquelles j'ai le plus grand respect, même si je ne suis pas nécessairement toujours d'accord avec leurs analyses. Donc, pas de clash en perspective, mais un petit pas de côté pour regarder tout ça tranquillement. C'est une vidéo un peu particulière aujourd'hui, car je prépare une conférence sur le complotisme qui est loin d'être prête, donc je ne suis pas sur un propos hyper construit, mais un ensemble de réflexions en attendant de poser tout ça bien au clair. Cette fois, je m'appuie simplement sur une somme de reportages et vidéos YouTube glanés à la volée. Cela dit, ça n'empêche pas de se faire un avis. Je pense que la clé, c'est de rester souple dans ses convictions pour éviter que le monde ne s'effondre si on s'est planté. Je ne vais pas parler de ceux qui se font de l'argent sur les complots qu'ils inventent et qu'ils documentent, sur les théories plus ou moins fumeuses dont ils se font les porte-paroles. Ceux-là font du business avec de la communication, du cinéma, une certaine forme de journalisme. Ce ne sont pas les premiers ni les derniers à faire de la monnaie avec du mensonge, même si ça peut parfois être grave. Ce dont j'ai surtout envie de parler, c'est des théories du complot, en elles-mêmes, ce qu'elles sont, ce qu'elles disent. Je me suis mis à mon clavier après avoir regardé la revue des mondes sur les récentistes. En un mot, les récentistes pensent que l'histoire est beaucoup plus courte qu'il n'y paraît et des périodes ayant des points communs à des siècles ou des millénaires de distance ne sont selon eux qu'un seul et même moment. Par exemple, il n'y a pas l'art de la Grèce antique et l'art de la Renaissance qui recopient les standards de cette époque, ce n'est qu'une seule époque. Il n'y a pas la guerre de Troie puis les croisades, c'est la même chose. La Revue des Mondes a manifestement fait un bon travail de recherche, une bonne mise en scène sur une théorie dont j'avais peu entendu parler et qui est effectivement perchée. La question, au-delà des roulements d'yeux et des sourires cyniques, elle est dans le pourquoi. Pourquoi des gens qui se passionnent pour l'histoire vont croiser des documents, recouper des informations, investiguer, tous ces efforts pour finalement passer pour des imbéciles devant la plupart des gens auxquels ils vont parler de leur passion? Pourquoi se donnent-ils tout ce mal? Et la même question se pose avec les platistes, les ufologues, les adeptes de la Terre creuse, les reptiliens, la 5G dans les vaccins, etc. Pour expliquer ce phénomène, il faut tout d'abord analyser les stratégies cognitives, marketing, psychologiques qui sont sollicitées par les créateurs de complots. Une vidéo sur le sujet qui me semble bien faire le travail est celle de Partager c'est sympa à propos de Hold Up. Il décrypte les mécanismes qui provoquent l'adhésion à ce reportage. Mais ce qui me semble intéressant de questionner, c'est que lorsqu'on utilise des techniques de manipulation psychologique pour donner un sentiment d'évidence sur le fait que, par exemple, les pyramides aient été bâties par des extraterrestres, tout le monde est offusqué. Mais la publicité, qui prolifère partout, utilise les mêmes faiblesses du cerveau humain pour nous faire acheter des aliments ou des biens de consommation qui menacent la survie de notre espèce sur la planète. Un végétarien qui croit que la Terre est plate est moins dangereux pour l'avenir de nos enfants qu'un viandard qui insulte des platistes sur Twitter. Et ça, ce n'est pas une opinion ou de l'idéologie, c'est le consensus scientifique. Je pense qu'il est important de garder ce genre de considération à l'esprit. Ensuite, il faut voir ce que l'adhésion à une théorie du complot apporte de manière objective à un individu. Tout d'abord, ça génère un ensemble de gratifications sociales et psychologiques que nous n'avons pas le temps de développer ici. Le reportage de Netflix sur les platistes le montre assez bien. Il montre aussi qu'on ne peut pas accuser les gens qui prennent à rebours les croyances dominantes de ne pas faire preuve d'esprit critique, car c'est justement ce qu'ils font, même si on peut considérer qu'ils s'en servent mal. Je trouve que Marketing Mania développe bien cette logique de jouer au plus malin que partagent les complotistes et les anticomplotistes. Chacun fait preuve d'esprit critique, chacun se place dans une démarche de recherche et de vérification des informations avec des sources divergentes pour arriver à des conclusions opposées. Pour continuer sur la vidéo de Marketing Mania, le youtubeur, comme il l'avoue, essaie lui aussi de jouer au plus malin en portant la contradiction à un propos. Et ainsi, il en arrive à qualifier de théorie du complot la stratégie du choc développée par Naomi Klein dans un ouvrage qu'elle a rédigé en 2007. Pour en dire un mot, l'idée de Naomi Klein est que le capitalisme utilise des chocs écologiques, militaires ou économiques pour imposer des politiques impopulaires aux populations. Je ne dis pas qu'elle a raison ou tort, que son raisonnement comporte des failles ou pas.
mais elle construit de manière rigoureuse une thèse en compilant des événements historiques, sociaux, en convoquant différents penseurs pour proposer un regard sur la manière dont les gouvernements font avancer leur agenda, parfois contre la volonté des populations. La question ici n'est même pas de savoir si ces politiques sont bonnes ou mauvaises, mais associer une thèse raisonnable et bien construite par une chercheuse en sciences politiques à une théorie du complot, c'est complètement déraisonnable. Dans la vidéo de Partager c'est sympa, qui est débunkée par Marketing Mania, il n'y a aucun complot. Vincent Verza utilise des outils intellectuels empruntés à une chercheuse en sciences politiques pour analyser un événement actuel, en l'occurrence la réaction du gouvernement français à la pandémie de Covid-19. Après, Marketing Mania n'a pas tort de pointer du doigt quelques erreurs de traduction de la part de Partager c'est sympa. Il n'a pas tort d'analyser la manière peut-être flatteuse dont Partager c'est sympa articule ses idées. Dans tous les cas, ça n'en fait pas un complot. Il faut garder à l'esprit que la plupart des propos qui sont taxés de complotistes, souvent pour discréditer une analyse, n'a rien à voir avec du complotisme. C'est rassurant pour les gens qui ont peur de la prolifération supposée de cette lecture de la réalité. Pour les gens qui se trouvent ostracisés du débat avec ce prétexte à chaque fois qu'ils lèvent le doigt, c'est plutôt inquiétant. En soi, le complot n'est pas un événement incongru dans une société. Le Larousse le définit comme une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La résolution concertée de commettre un attentat est matérialisée par un ou plusieurs actes, par extension, un projet plus ou moins répréhensible d'action menée en commun et secrètement. Personnellement, j'aurais adopté une définition plus large et certainement influencée par le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Par exemple, concertation d'un groupe de personnes pour défendre ses intérêts contre ceux du plus grand nombre. En s'en tenant aux définitions, il n'est a priori pas délirant de penser que des gens fomentent des complots. D'ailleurs, Nota Bene compile un joli florilège de complots bien réels à travers l'histoire. Les attentats en France menés par les djihadistes ou certaines castes dirigeantes à travers le monde qui font leur richesse en spoliant et manipulant les populations, ce sont des complots objectifs, réels. Dans tous les cas, que l'on prenne la définition que je propose ou la définition du Larousse, beaucoup de débats où les accusations de complotisme fusent n'ont rien à voir avec des délires paranoïaques, comme on va le voir tout de suite. Parfois, une opinion est finalement taxée de complotiste si elle n'est pas en accord avec la théorie officielle, voire la parole du gouvernement. En mars 2020, une étude est sortie sur le fait qu'un quart des Français croiraient à des théories complotistes autour du coronavirus. 26% précisément, selon le sondage, croyaient que le virus était sorti d'un laboratoire. À la même période, des articles sortaient dans Mediapart pour montrer que le laboratoire P4, livré par la France aux Chinois, posait de nombreux problèmes en matière de sécurité et de nombreuses questions sur les usages qu'en avait le gouvernement chinois. Finalement, un envoyé spécial est venu, en 2021, corroborer cette hypothèse sans pouvoir complètement la confirmer. Le coronavirus est peut-être sorti d'un labo, donc ça n'était pas 26% de complotistes, c'était juste une hypothèse sur l'origine du virus, probable depuis le début, qui s'avère finalement très plausible. Moi, je n'y crois toujours pas. Je n'ai pas un avis vraiment consolidé sur l'origine du virus, comme la rédaction de France 2, l'OMS et peut-être personne sur la planète, mais ce qui guide ma conviction, c'est l'histoire qu'il me semble la plus satisfaisante et utile de raconter sur le sujet. Que des zozos jouent avec des allumettes dans des labos gouvernementaux, je ne suis pas sûr que qui que ce soit en doute, alors je ne l'exclus pas. D'ailleurs, le fait de croire qu'un biologiste s'est mal lavé les chaussures en quittant son poste de travail avant de se rendre au marché de Wuhan, ça n'est pas un complot. Par contre, je pense que l'histoire utile à raconter, c'est qu'il faut arrêter de défoncer les forêts et la biodiversité. Sinon, la Pachamama n'a pas fini de nous envoyer des zoonoses et autres surprises carrément d'enfer. Mais je sais que l'histoire qui me paraît la plus probable et la plus utile sera peut-être invalidée un jour par la vérification du fait que le virus a été créé en laboratoire. Donc, je n'en ferai pas une jaunisse si je devais me résoudre au fait que j'ai eu tort. Avant de vous proposer ce que j'ai envie d'apporter d'un peu original dans cette vidéo, par rapport aux autres analyses que vous pourrez trouver un peu partout, je vous propose de vous raconter une expérience personnelle qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la notion de complot. Un jour, j'ai entendu parler des cloud seedings ou chemtrails. Ce sont les traînées denses et blanches qui se trouvent derrière certains avions en vol et qui sont censés nous empoisonner, nous manipuler ou dérégler le climat selon les sources. Si tu n'as jamais entendu parler des chemtrails, les algorithmes vont se faire un plaisir de te guider. J'ai trouvé ce complot peu crédible en l'entendant. J'en ai parlé à un ami pilote qui était lui aussi hostile à cette théorie. Un jour, en regardant un reportage Arte, je me rends compte qu'il existe bien des techniques de géo-ingénierie consistant en la projection de produits chimiques dans l'atmosphère depuis des avions pour modifier le climat. D'ailleurs, les Russes l'utilisent pour avoir un ciel bleu cristallin chaque 1er mai depuis des décennies lors du défilé militaire. Et les Américains l'ont utilisé en conditions réelles sur plusieurs terrains militaires depuis la guerre du Vietnam.
Je ne suis pas devenu un adepte de la théorie des chemtrails pour autant. Mais pourquoi, vu qu'il n'est pas impossible qu'un gouvernement ait recours à ce genre de pratique, est-ce qu'on taxe les gens qui le supposent de fous? Pourquoi la France n'aurait jamais recours à des chemtrails, par exemple pour améliorer l'expérience touristique de millions de personnes en vacances sur la Côte d'Azur, limiter l'impact d'une canicule sur les récoltes ou encore faire la guerre aux djihadistes dans le Sahel? Ça n'est pas parce qu'il est possible que le gouvernement le fasse que je pense que c'est vrai et qu'il le fait massivement depuis des années afin de stériliser la population. Je n'ai aucun argument de preuve en faveur de cette théorie. Mais plutôt que de taxer tous ceux qui le pensent de fous, je propose au prochain internaute énervé d'entendre quelqu'un s'inquiéter des chemtrails d'expliquer les mécanismes juridiques qui interdisent formellement au gouvernement français ou américain d'avoir ce type de pratique. Le prochain qui veut humilier un mec inquiet que les gouvernements expérimentent des techniques de géo-ingénierie sans le rendre public, je lui propose de monter un blog juridique pour expliquer pourquoi ça n'est vraiment pas possible. Et si c'est le cas, ce serait plus productif que de traiter les gens de cons. Je serai le premier à mettre un pouce bleu et à rediriger les adeptes des chemtrails vers ces informations bien sourcées et rassurantes. En attendant de m'y atteler, quand j'entends parler de chemtrails, je sais que je ne sais pas précisément, donc ça ne sert à rien de s'énerver. Pour en arriver au cœur de mon propos, j'aimerais vous proposer une analyse que j'ai partagée avec Aude de What the Fake, une autre youtubeuse dont j'apprécie le travail, mais dont j'ai pu critiquer la vision qui me paraît simpliste du complotisme. Elle a réalisé une vidéo que je vous conseille pour débunker la théorie selon laquelle le sida est sorti d'un laboratoire américain pour tuer massivement des Noirs aux États-Unis et en Afrique. Si je pense que son travail est rigoureux quand elle démontre cette théorie, je ne suis pas d'accord avec elle. Pas parce qu'il y aurait un peu de vrai dans cette théorie. Je ne crois pas que le virus du sida ait été créé par le gouvernement américain dans un but génocidaire et raciste. Mais il est improductif à mon avis de dire que cette histoire n'a aucun sens, qu'elle est colportée par des sales menteurs et qu'il faut vraiment que les gens soient fous ou très incultes pour y croire. Je n'y crois pas, mais cette histoire a du sens. Il est prouvé que l'origine du sida est animale. Mais sa très large diffusion en Afrique serait bien le fait de politiques coloniales irresponsables au Congo belge, comme le montre un reportage Arte sérieux que je vous mets également en description. Cette théorie est donc factuellement fausse, mais elle raconte quelque chose de signifiant et de fondé. Comme le mythe du déluge dans la jeunesse est certainement très romancé, mais peut-être basé sur un événement historique qui l'a inspiré. Ça m'a rappelé une autre théorie, d'un genre un peu particulier que l'on pourrait mettre dans le grand bric-à-brac de ce qu'on nomme complot. En Haïti, la croyance en les zombies est forte. Tout le monde est persuadé que telle ou telle personne décédée au village a été réduite à l'état de zombie par un sorcier. Mais de quoi parlons-nous quand on évoque les zombies en Haïti ? Les sorciers sont réputés avoir la capacité d'empoisonner une personne qui est déclarée morte et enterrée, alors qu'en réalité, ses fonctions vitales sont simplement ralenties au point d'en devenir indécelables. Le sorcier vient ensuite déterrer la personne, lui inocule un antidote, ainsi que d'autres drogues et sortilèges qui la maintiendront à l'état d'esclave sans aucune volonté. La personne ainsi zombifiée sera alors emmenée loin de son village et des siens. Elle passera le restant de sa vie au service d'un homme mauvais et très puissant. Ce mythe du zombie, les biologistes ne nient pas la possibilité qu'il existe réellement et qu'une combinaison particulière de plantes permette la zombification telle que le pratiquent les sorciers vaudous. Mais ça n'est pas prouvé. Les histoires de zombies viennent d'Afrique de l'Ouest, terre d'origine des populations actuelles d'Haïti. Mais elles n'ont jamais pris une telle importance collective là où elles sont apparues. Ces histoires que se racontent les Haïtiens et qui habitent leur vie et leur imaginaire sont peut-être infondées, fantasmées, ou tout du moins beaucoup moins fréquentes que ce qu'il est communément admis par les populations locales. Mais les anthropologues étudient la fonction sociale de ce mythe, et elle est essentielle. Ça permet au peuple haïtien de pratiquer une forme originale de mémoire collective et de faire perdurer le souvenir du traumatisme collectif que représente l'esclavage. Il n'y a pas dans cette île de travail de mémoire comme on la pratique en Occident, dans nos sociétés où la rationalité est une valeur centrale. D'ailleurs, la rationalité n'est pas une valeur centrale dans la plupart des sociétés et ce n'est pas la manière d'appréhender le monde qui a le plus d'autorité dans notre cerveau. En Guadeloupe, on construit le Memorial Act, un musée magnifique basé sur des archives. En Haïti, on raconte l'histoire des zombies, qui sont trait pour trait le symbole mythologique de l'esclavage. On peut se demander ce qui à terme est le plus efficace. Les musées, les chiffres, les dates, les lieux seront probablement emportés par le temps. Mais un mythe puissant comme celui du zombie fera toujours perdurer dans la communauté haïtienne la mémoire de cette aliénation du corps au profit d'un être démoniaque, de cette mort de l'âme qu'est l'esclavage.
Certaines personnes croient au complot des Illuminati qui n'existent pas. Je vous renvoie vers la vidéo de Mysteria sur le sujet. Mais ces personnes n'ont pas tort de croire que les intérêts particuliers de personnes puissantes influencent la politique, parfois contre l'intérêt collectif. Donc la cause est fausse quand on parle des Illuminati ou que l'on prétend que le sida a été créé de toutes pièces dans un but génocidaire. La conséquence est vraie quand on constate la domination politique et économique ou que l'on étudie les conséquences dévastatrices des politiques sanitaires coloniales, négligentes et irresponsables sur les populations noires. Lutter contre les fausses informations, c'est bien, mais il faut regarder en face les racines de ce qu'on appelle le complotisme, car en réalité c'est une lecture mythologique de la réalité. Le complotisme a une autre fonction que d'expliquer raisonnablement le monde. Le fait d'y croire ne témoigne pas nécessairement d'un esprit crédule. Les théories du complot sont de grands récits sur l'organisation du monde, le sens de nos vies, les combats qui doivent les animer, le bien, le mal, etc. D'ailleurs, pour citer Baudelaire, l'incrédulité est parfois le vice d'un sot et la crédulité le défaut d'un homme d'esprit. L'homme d'esprit voit loin dans l'immensité des possibles, le sot ne voit guère de possible que ce qui est. Alors, je ne soutiens pas les théories fumeuses. Je trouve dramatique ou débile le nombre de sources bidons, de fake news, de faux experts, etc. Mais ceux qui se prétendent intelligents devraient regarder le phénomène complotiste comme un phénomène social qu'il faut prendre au sérieux, et ne pas se laisser aller aux pulsions du mépris et de l'humiliation qui me semblent plus basses que la crédulité. Ceux qui décident de considérer que les complotistes sont juste des cons et que leurs histoires ne méritent pas d'intérêt donnent un boulevard aux politiciens tels que Donald Trump. Je ne suis pas là pour critiquer Donald Trump avec des airs d'évidence et le sentiment de la bonne conscience. Ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Je vous mets en description une interview intéressante d'Emmanuel Todd sur la présidence Trump et je poursuis avec l'analyse qu'il fait de son élection. Pendant la campagne de 2016, Hillary Clinton n'a, pour ainsi dire, jamais donné d'informations factuellement fausses. Et elle défendait l'idée selon laquelle l'Amérique était au fait de sa puissance internationale, que l'économie se portait bien et que les Américains pouvaient en être fiers. Trump a proféré des milliers de mensonges, approximations, contre-vérités et autres théories du complot au sens plein du terme. Par contre, il décrivait une Amérique en déshérence, un peuple en souffrance, une industrie anéantie par la mondialisation. Toutes ces fake news, aussi énormes soient-elles, sonnaient sincèrement vraies dans les oreilles de la working class américaine, touchée par une épidémie d'overdose, confrontée au recul de son espérance de vie, à la hausse de la mortalité infantile, au chômage, à la précarité, etc. Donc les fake news de Trump dressaient un portrait vrai de la vie de la majorité des Américains, tandis que Clinton jouait du pipeau avec des informations vérifiées et vérifiables. Et peut-être qu'elle était sincère, et peut-être que Trump aussi, je n'en sais rien. Mais si on ne fait pas un peu de sciences humaines, qu'on n'est pas mature sur cette question, on va continuer encore longtemps à tourner en rond. Si on ne s'emploie pas à rendre la société et la politique plus transparentes, plus démocratiques, davantage bienveillantes, les gens iront chercher des complots qui expliqueront la situation. Ou pire, ils se résigneront à écouter les raisonnements fallacieux de certains médias et gouvernants. La théorie du ruissellement des riches sur les pauvres, le renoncement aux droits des travailleurs comme gage de prospérité, les plans d'austérité qui relancent la croissance économique et autres paradoxes de l'économie néolibérale sont des fake news, des concepts 100 fois débunkés et pourtant répétés à satiété par des gens prétendument raisonnables. Comment doit-on considérer les adeptes de ces théories économiques dont il est largement démontré qu'elles sont franchement erronées ? Est-ce que ce sont des fous, des complotistes ou des attiseurs de complots ? Depuis que j'ai écrit cette vidéo, un livre très intéressant de Johann Chapoutot est sorti sur le sujet. Je vous renvoie à son ouvrage pour aller plus loin. Si vous avez des nuances à apporter, des lignes rouges à tracer, des théories du complot stylées ou franchement problématiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous propose de discuter avec courtoisie, parce que si ça se trouve, on est d'accord, ou alors on a une discussion intéressante à avoir. Même si on est inconciliable sur la question des reptiliens, ne nous insultons pas, sinon on risque de ne pas se rendre compte qu'on est d'accord sur plein d'autres choses. Et sur ce, je vous fais des bisous.